Bon, bah, c'est bien, c'est open alors. Alors, voilà, c'est open. Alors, partage de connexion. Il me dit que j'ai deux connexions. Alors, Michel nous dit, je crois que ce qui m'a interpellée, c'est le terme déesse que je comprends comme le divin en soi, dans une tonalité féminine d'accueil et de don. Hmm. Exactement. Et c'est le divin en soi, oui, et c'est Alors, on va développer, évidemment, mais c'est bien que tu nous donnes déjà ton point de vue, enfin, en tout cas, ton ressenti sur qu'est-ce que c'est la déesse pour toi, parce que c'est vrai que nous, en Occident, la déesse, c'est quelque chose de plutôt nouveau comme terme, puisqu'on est plutôt relié à un dieu masculin, hein, le dieu monothéiste de notre culture chrétienne. Et contrairement justement en Orient, notamment en Inde, où la déesse est extrêmement présente et qu'il y a énormément de culte à la déesse, c'est-à-dire la partie féminine du divin, quoi. Alors, la genèse de cette proposition, on va commencer. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une tendance quand même que beaucoup de femmes commencent à se rassembler pour expérimenter la sororité. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas dans notre culture occidentale, qui avait été plus ou moins perdu, qui avait été, voilà, dont on avait été détourné aussi parce que justement en lien avec les archétypes que je vais vous présenter, parce qu'en fait les deux archétypes principaux qui étaient investis par les femmes jusqu'à maintenant étaient l'archétype de la mère et l'archétype de l'épouse. Et ce sont des archétypes féminins qui sont au service de l'homme en fait, au service du patriarcat, du fonctionnement en fait de la société patriarcale. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de voilà de bon. Alors on le voit de différentes manières. On le voit dans les médias avec les mouvements pour voilà où les femmes commencent à parler du harcèlement sexuel, etc. Et ça, je dirais, c'est un niveau très basique et c'est à la surface des choses. Mais à un niveau plus profond, les femmes on ressentent le besoin à nouveau, par exemple avec aujourd'hui maintenant, il y a de plus en plus de tentes rouges, c'est-à-dire des moments où les femmes, par exemple, qui ont leurs règles, peuvent parler de leur lune et peuvent exprimer aussi euh, tout ce qu'elles ont à partager, justement en dehors de leurs rôles familiaux, de leur rôle au sein du couple. Et elles ont besoin, en fait, de parler d'autre chose que des tâches, en fait, euh, que ce soit voilà le travail, les enfants, le mari. Ben, il y a autre chose que les femmes ont envie de partager aujourd'hui. Et se retrouver en tant que femme, bien, ça passe, en tout cas pour moi, la voie royale, c'est le corps. Donc, oui, Jocelyne témoigne de quelque chose. Oui, tu dis que c'est l'Ayurveda qui t'a interpellée au départ, mais n'a jamais travaillé sur son féminin. Alors, Jocelyne, on a déjà un petit peu parlé au téléphone, donc effectivement, c'est quelque chose qui t'appelle, mais pour le moment, ça reste assez vague, en fait, pour toi, le féminin. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est dans on est dans nos rails et que ça demande, je dirais que les femmes en fait les femmes qui ont fait cette descente dans leur profondeur, parfois c'est passé par des choses un peu violentes. Ça peut être passé, des femmes qui ont pu passer par des burn-out ou des maladies graves, et en fait elles ont dû s'arrêter. Elles ont dû ah ben voilà, Marie-Pierre vient de m'envoyer un message comme quoi, ça y est, elle est connectée et donc du coup, elle est là avec nous. Super. Donc oui, Marie-Pierre, j'étais en train donc de dire que la voie royale hein, pour les femmes, pour se retrouver dans leur féminin, c'est donc l'approche du corps, enfin, c'est le corps, et que l'Ayurveda est une médecine, mais aussi un art de vivre dont le corps est le principal. Enfin, on s'occupe vraiment de tout le corps.
c'est-à-dire que c'est une médecine de prévention à la base qui va nous aider en fait à relier tous nos centres, qui va nous aider à harmoniser en fait notre vie, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps spirituel. Donc c'est vraiment une médecine qui est tournée vers le fonctionnement holistique en fait du corps, en tant que dans nos différentes facettes, hein, que ce soit notre facette matérielle comme notre facette divine. C'est une médecine spirituelle. Et c'est ça, moi, qui m'a étonnée quand j'ai découvert l'Ayurveda. C'est que c'est une médecine spirituelle et qui est extrêmement tournée vers le corps. Et là, on retrouve vraiment dans les traditions spirituelles, on parle toujours il faut d'abord beaucoup d'ancrage dans la terre si on veut pouvoir toucher des dimensions supérieures. Et là, l'Ayurveda, ça l'a vraiment compris, puisqu'en fait, la cure ayurvédique, la purification ayurvédique est un soutien en fait au processus spirituel. On est dans une médecine qui est une médecine sacrée. Donc, à partir du moment où on va en Inde, on arrive déjà sur une terre sacrée. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une terre voilà, où il y a énormément de dévotion, où les gens prient, font des offrandes tous les jours, et c'est inscrit dans la société indienne, et c'est perceptible dans l'espace, dans l'énergie. En fait, quand on est un peu sensible, on perçoit. En fait, là-bas, quand on est en Inde, on entend tout le temps des prières, tout le temps des cérémonies. C'est quasiment toute l'année, quoi. Donc, et c'est quasiment matin, midi, soir, la nuit. Des fois, ils font des veillées. Donc, c'est un pays qui est dense. Voilà. Et Christelle, si je peux me permettre, par rapport à l'Ayurveda et aux soins et par rapport au féminin, c'est que c'est une médecine qui est holistique, donc qui est très très complète, qui est globale et qui comprend la dimension psychique, la dimension mentale, la dimension physique et la dimension de l'être spirituel. Oui. Et ce qui fait que c'est pour ça aussi la particularité de ce séjour avec le thème du féminin, c'est d'avoir et en même temps l'accès au corps. Donc c'est très complémentaire. Oui, c'est complémentaire, c'est cette approche en fait. C'est pour ça que c'est par le corps que ça se passe. C'est pas pourquoi le féminin a besoin, pourquoi la déesse a besoin qu'on s'occupe d'elle par le corps. Parce que la femme en fait est yin, et la possibilité pour la femme d'évoluer spirituellement selon la tradition orientale, c'est de recevoir. Parce que la femme s'est incarnée avec un corps yin. Donc, naturellement, son travail, c'est d'être dans la réceptivité, dans l'intériorité. Elle a un corps pour ça. Et c'est cette dimension du féminin va passer par la possibilité de ressentir les choses par le corps. C'est pour ça que l'approche corporelle nous amène aussi naturellement au féminin, puisqu'en fait, l'idée, c'est de sortir du mental, qui est plus relié au masculin, c'est-à-dire la pensée, les projections, tout ce qui est à l'extérieur va plutôt être dans la polarité masculine, et la polarité corporelle, le corps va être plutôt dans la polarité féminine. Oui, d'ailleurs, en sachant que, en tant que femme, on est un réceptacle, puisque déjà dans l'acte sexuel, il y a quelque chose qui entre, et dans l'acte de mettre au monde, c'est la même chose, parce qu'on a quelque chose qui est entré et qui se développe à l'intérieur. La matrice. Donc, la matrice. Ouais. Voilà, et on verra en fait que donc il y a 7 archétypes. Je vais vous parler des 7 archétypes du féminin, qui sont une grille de lecture qui est plutôt occidentale, qui vient de la Grèce, mais ces 7 archétypes féminins sont en lien avec les chakras. Et on verra qu'en fait, sur ces 7 archétypes, il y a aussi du masculin. C'est-à-dire que ça s'entrecroise entre énergie féminine et énergie masculine, de manière à arriver à ce que j'appelle la femme intégrale. Donc, quand je parle de femme intégrale, je parle d'intégration de différents aspects en nous. Et l'idée, c'est vraiment d'alchimiser ces différents aspects. On va les voir un par un.
Pourquoi j'ai choisi l'Inde pour explorer le féminin? Pour aussi le fait que c'est le pays de la mère divine. Voilà, là-bas en Inde, c'est Mother Ganga qui est divinisé, c'est-à-dire le fleuve, le Gange, hein, qui est considéré comme une des plus grands joyaux de l'Inde. Et c'est un archétype féminin, hein, le Gange qui nettoie, qui purifie. Donc c'est pour ça que là-bas, on va faire énormément de rituels. Aussi en Inde, on fait énormément de rituels Shiva Shakti, c'est-à-dire Shiva l'énergie masculine et Shakti l'énergie féminine, puisque avec par exemple des Shiva Lingam qui sont la représentation du masculin, c'est-à-dire un phallus en fait, et l'énergie féminine qui est la yoni, qui porte en fait, qui accueille et qui crée en fait le masculin. C'est le féminin qui crée le masculin. Donc le féminin, c'est la matrice, c'est le début de tout en fait. Et en même temps, c'est la manifestation par exemple, quand je dis que la pensée est plus reliée au masculin, c'est-à-dire il y a une idée qui germe dans la pensée, et qu'est-ce qui crée qu'est-ce qui manifeste cette pensée? Où est l'espace de création? C'est l'utérus de la femme qui va permettre de créer soit un enfant, soit un projet. Donc, dans notre polarité masculine, puisqu'en fait, on a tous, hein, un homme aussi a une polarité féminine et une polarité masculine, mais nous, on a un corps physique qui, à la base, est fait pour accueillir. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé en Occident? Eh bien, en Occident, il y a énormément de femmes qui sont coupées, en fait, de leur féminin. Parce qu'il y a eu tout un conditionnement culturel qui a fait que les femmes ont voulu accéder au pouvoir des hommes. Hein, on l'a vu dans l'histoire avec le féminisme, où les femmes ont combattu pour accéder à des droits, et c'était bien, hein, le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire sans demander l'autorisation de son mari. Ça nous semble fou, mais il y a quelques années, c'était pas possible d'ouvrir un compte bancaire sans demander l'autorisation de son mari. C'était pas possible d'avorter. Voilà, donc il y a eu des droits qui ont été acquis, je dirais, de façon très combative, très athénienne, on va voir, très guerrière. Et en même temps, on verra que Athéna, c'est une déesse qui est tellement masculine qu'elle est coupée aussi de son féminin. Donc elle apporte des choses. C'est intéressant d'intégrer Athéna, puisque justement Athéna est la déesse des 7 déesses qui est la plus masculine, hein, puisqu'elle est sortie de la tête de Zeus, de son père en fait. Donc elle est très c'est la déesse de la sagesse, de l'intelligence, et elle est très dans le mental en fait. Et donc elle va avoir besoin du soutien des autres déesses pour chacune de nous, on va pouvoir alchimiser par exemple une Athéna. Athéna, c'est la déesse, la ville la capitale de la Grèce s'appelle Athéna, parce que voilà, Athéna, c'est aussi la capitale de notre culture. On est dans une culture grecque, donc on est quelque part sous la domination de Athéna en tant que femme occidentale. Et moi, c'est toute une... Oui. Je suis partie dans mon sujet. Ouais. Et ce qui me venait, en fait, par rapport aux personnes qui sont là ce soir, c'est que ces déesses-là dont Christelle est en train de vous présenter, on les voit un petit peu comme à l'extérieur, mais l'idée de ce voyage, ça va être de les découvrir, reconnaître en fait dans les espaces en soi. Oui. Voilà, et de voir en fait si on y est connecté, de quelle façon elle est présente. Donc ce sont des qualités, on va dire, hein, qui sont personnifiées par. Voilà. Et donc là, on en parle comme ça, mais pendant le voyage, ça va vraiment être vécu intérieurement et intimement. Oui. Merci Carmen donc de me faire redescendre dans le ventre, puisque moi-même je suis quelqu'un qui vient de Athéna, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à
découvrir l'Ayurveda, à revenir à mon corps, hein, et du coup à devenir d'ailleurs une praticienne ayurvédique, à revenir à mon corps, et j'ai commencé à regarder en fait quel comportement j'avais en tant que femme, et j'ai découvert c'est cet archétype. Et là, pour moi, ça a été une clé pour justement aller voir quels sont les aspects de moi, quels sont les autres aspects du féminin que je n'avais pas exploré et que je n'avais pas intégré. Voilà. Donc là, c'est du coup avec ce travail que j'ai fait, j'ai eu envie de combiner, voilà, cure ayurvédique, c'est-à-dire massage, enfin soin dans le corps chaque jour, puisque chaque jour vous allez recevoir un soin adapté à votre dosha. Donc, j'ai pas encore parlé de l'Ayurveda, mais l'Ayurveda, c'est une médecine qui est inspirée des 5 éléments, les 5 éléments présents dans la nature, donc l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc, quand nous allons arriver en Inde, nous serons pris en charge par un médecin sur place qui va regarder notre pouls, qui va nous poser des questions et qui va donc définir un protocole de soins sur 10 jours qui sera adapté en fait à ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire que exactement comme les archétypes des déesses, il y a des éléments qu'on va avoir en dominance dans le corps et d'autres qu'on va avoir en déséquilibre, d'autres qui vont être trop, d'autres pas assez. Donc le but de cette cure, c'est toujours le but de toute cure ayurvédique, c'est d'équilibrer les éléments en soi pour arriver à à être un corps qui peut accueillir l'énergie, qui peut accueillir voilà, l'inspiration aussi, l'énergie, la joie. Parce qu'en fait, le but de l'Ayurveda, c'est d'être en santé. Mais ce n'est pas du tout un but, la santé. La santé en Ayurveda, c'est un moyen de s'épanouir et c'est un moyen d'accéder aussi à notre dimension de noblesse, à notre dimension de grandeur. Donc, ce n'est pas une cure de bien-être. C'est vraiment un processus de désencombrement de ses émotions. Là, voilà, j'ai essayé d'envoyer... Ah, il y a Marie-Hélène qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Marie-Hélène. Justement, j'étais en train de dire que j'ai voulu envoyer un témoignage de Virginie qui était avec nous l'année dernière. Un superbe témoignage qui n'a pas pu passer, tout simplement parce que je voulais éviter en fait de mettre ce témoignage sur YouTube. Donc je l'ai mis en privé et en fait en privé je peux pas le partager parce que même en non répertorié en fait la vidéo est diffusable, c'est-à-dire elle peut être mise sur Facebook, mise sur n'importe où et je ne voulais pas. Je voulais que ça reste quelque chose d'intime entre nous. Donc j'ai pas pu la mettre en ligne. Alors si vous voulez tout à l'heure, si on a le temps, j'essaierai de vous la passer parce qu'elle est vraiment chouette. Il est chouette ce témoignage de Virginie, mais peut-être on n'aura pas besoin. On verra si on a le temps. Donc Marie-Hélène, il est 21h08, donc ça fait bien 20 minutes qu'on a commencé. Donc t'inquiète pas, installe-toi confortablement et prends le train en marche. Donc j'ai vite fait présenter voilà pourquoi on avait besoin aujourd'hui, nous en tant que femmes, de nous relier à un féminin qui soit un féminin intégral, c'est-à-dire d'aller explorer aussi les aspects du féminin qu'on ne connaît pas. Et que l'Inde est un écrin parfait pour ça, et la cure ayurvédique en particulier, puisqu'elle nous ramène vraiment au corps, à nos sensations, à nos émotions. Donc Virginie, dont vous n'avez pas pu entendre le témoignage, elle a en fait pu ouvrir les vannes en fait lors de ce séjour. C'est-à-dire que toutes les émotions qu'elle avait bloquées pendant des années, même parce qu'en fait, elle était venue en Inde à l'âge de 23 ans. Et là, elle est retournée avec nous en Inde à l'âge de 45 ans. Et en fait, là, elle a pu complètement tout lâcher, tout ce qui s'était accumulé depuis 20 ans. Et c'était, voilà, c'est les soins, les méditations, les processus qu'on fait, qui sont des processus profonds, lui ont permis en fait de découvrir qu'elle avait une tonne de choses qu'elle avait enfouies en elle. Et elle a pu ouvrir et retrouver en fait sa sensibilité originelle en fait. Et du coup, elle a découvert ce qu'elle témoigne, la puissance
de la douceur d'être entre femmes, dans la bienveillance, et comment en fait cette douceur qu'elle avait refusé en fait de, je dirais, de laisser œuvrer parce qu'elle croyait qu'elle devait être forte, combative et justement contractée dans son corps et dans ses émotions parce que sûrement qu'elle sentait qu'elle avait tellement d'émotions à sortir qu'elle avait peur de se noyer dedans. Et là, ben, elle avait un espace pour le faire. Elle avait un espace pour le faire, un accueil. Et ça l'a vraiment touchée. Et je l'ai eu au téléphone cet après-midi pour lui demander l'autorisation de diffuser son témoignage. Et elle m'a dit, ça, c'est un truc, c'est resté, quoi. Ça a été une prise de conscience énorme pour moi de voir que je pouvais m'abandonner et que je pouvais recevoir de la douceur des autres femmes, de la bienveillance, de l'amour inconditionnel. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. Nous, avec Carmen, on est vraiment... on souhaite vraiment offrir cet espace aux femmes parce que c'est magnifique, c'est précieux et quand on se replonge dedans, on a, je sais pas si vous voyez nos yeux, on a les yeux qui brillent. Et d'ailleurs, Christelle, par rapport à cette bienveillance, à cette douceur, c'est vrai que bon, pour toutes celles qui sont là ce soir, moi je me dis combien il y en a d'entre vous, par exemple, qui se sont sentis obligés de lutter. Parce que moi, ça fait écho quand j'entends cette phrase. Je me dis, bah oui, toute mon existence en tant que femme, bien sûr, j'ai été femme, maman, mais en fait, je me suis d'abord battue de toutes les façons possibles et surtout ne jamais montrer ma vulnérabilité par crainte d'être touchée, blessée et voilà, c'est ça, touchée et blessée. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'espace qui accueille cela dans la vie. Dans la société actuelle, il n'y a pas ces espaces-là. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ce qui était très touchant et qui fait du bien parce que il y a vraiment une ambiance intime, sacrée, où on dépose vraiment, c'est sacré. Et il y a cette bienveillance et je crois qu'on en a toutes besoin. Oui, et il y a eu des femmes d'ailleurs au début, qui sont arrivées un petit peu avec cette peur, et j'appelle ça un conditionnement. Hein. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont conditionnées à croire que les autres femmes sont des rivales, que les autres femmes ne vont pas être bienveillantes, qu'elles vont juger, qu'elles vont avoir un regard jugeant sur soi. Et c'est aussi pour ça que les femmes ont beaucoup perdu ces derniers siècles en Occident, puisqu'elles se sont un peu retranchées dans leur rôle mère et épouse, et elles ont perdu, je dirais, la richesse de la sororité, et les femmes sont devenues rivales entre elles ou ennemies entre elles. Moi, j'entends encore souvent des femmes qui disent je préfère travailler avec des hommes parce que les femmes, elles sont méchantes, etc. Et là, moi, ça fait des années que je suis plus là-dedans. Enfin, je pense que j'y ai jamais été vraiment. Mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont là-dedans et qui ont un peu peur de se retrouver entre femmes parce que c'est un peu dangereux d'être entre femmes. Est-ce que c'est votre cas? Je ne sais pas. Est-ce que parmi vous, vous avez l'habitude de vous retrouver entre femmes et de ressentir cette sororité, cette bienveillance, ce soutien? Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est ça la proposition. Et ça nous permet aussi de guérir des espaces en nous où, par exemple, on a été blessé, comme tu disais, Carmen. D'ailleurs, toi, Carmen, quand tu es venue l'année dernière, puisque donc Carmen cette année va co-animer ce séjour, parce que la première année, elle avait été très très soutien en fait au groupe dans sa dimension Estia, donc que je vais aborder tout de suite là bientôt, il n'y a pas très longtemps, je vais aborder les différents archétypes parce que je vois que le temps passe. Et Estia, en fait, c'est le 7e chakra. C'est le chakra couronne et c'est la déesse du foyer,
du foyer, pas au sens du foyer familial, mais du foyer intérieur, en fait, du feu intérieur. Et je trouve ça rigolo parce que je me suis replongée en vous présentant, en faisant un petit PowerPoint sur les 7DS, je me suis replongée dans Estia. Et j'ai trouvé une image de Estia avec du feu. En fait, elle tient un feu entre les mains. Et ce que je trouve drôle, c'est que j'ai connu Carmen la première fois dans un webinaire où elle parlait du féminin comme, vas-y, dis-moi. Ah oui, alors le féminin sacré, ce qui était monté, c'était le feu, éni du un, cela crée. C'est-à-dire que c'est un feu intérieur, en fait, un contact avec l'unité. Donc voilà, et quand on est au contact de cette unité, alors on crée. On crée vraiment. Voilà. Et alors là, on est vraiment. Alors j'avais été touchée, en fait, interpellée vraiment par ça. Parce que je me suis dit, alors là, voilà vraiment quelqu'un qui est hors féminin sacré, comme on entend beaucoup parler en ce moment. Et beaucoup de femmes se disent, mais c'est quoi ce truc-là, féminin sacré moi, ça ne me parle pas. Et c'était un peu ton cas, Carmen. Et d'ailleurs, tu es arrivée l'année dernière un peu surprise quand j'ai commencé à dire, ben voilà, on est là pour explorer le féminin sacré. Et Carmen a été un petit peu désarçonnée parce que elle venait vraiment pour les soins ayurvédiques et elle n'avait pas compris qu'elle venait visiter son féminin. Et on en a parlé un peu justement là récemment, pour la préparation de ce webinaire. Et là, Carmen a dit quelque chose de très beau. Elle a dit, en fait, si on m'avait pas mis là pendant 14 jours dans un espèce de chaudron de temps, espace-temps consacré à ça, j'aurais jamais découvert les trésors que j'avais accumulés pendant toutes ces années. Tu peux nous parler un peu de ça, Carmen? Oui, tout à fait. Eh bien, ce que tu disais précédemment par rapport au fait d'être dans la compétition, d'être dans la défiance avec les autres femmes, c'était un peu mon cas, mais j'en avais pas vraiment conscience. Donc, en gros, j'étais plutôt contente d'être avec des hommes. Voilà, c'est vraiment la description. Et quand je suis arrivée l'année dernière au voyage, alors j'ai vraiment pas réfléchi, il y a une espèce d'élan qui est arrivé comme ça et j'ai juste aimé la couleur, aimé l'ambiance, aimé ce qui était proposé, mais c'est drôle, ça a switché complètement sur le féminin. Et ce que j'ai vraiment goûté, c'est cette sororité, cet amour de la mère bienveillante. Donc, on a tous été des mères bienveillantes pour nous-mêmes, pour chacune. Il y avait vraiment, donc bien sûr, Christelle en a été la gardienne, avec tout cet espace sacré où on a pu déposer les choses. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que j'ai aimé la sécurité pour le faire, parce qu'on avait vraiment des espaces pour se déposer. Et il y avait pas... j'ai aimé le fait qu'il n'y avait pas à faire autre chose après. Il y avait vraiment, on sentait et tout était amené pour que ce soit présent au moment où on avait ces rencontres et ces processus, ces rituels. Donc, ça a donné vraiment une grande intensité et ça m'a permis vraiment de faire le check. Donc, déjà dans le corps, hein, parce qu'il y avait les massages. Et puis alors après, hop, ça prenait le relais avec les rencontres féminines, le dévoilement de la déesse. Donc, ce qui se passait, c'est qu'en fait, chaque jour, on dévoilait un archétype. Donc, on commence voilà, par Artémis et puis on va jusqu'à Hestia. Et ça, je vais vous en parler un peu plus précisément. Mais voilà, c'était pas quelque chose. Je crois, Carmen, ce que tu témoignes, c'est qu'il y avait pas. C'était comme quelque chose qui coulait naturellement dans les processus. En fait, c'était amené. Voilà, la journée est assez fluide. Il y a des temps de repos. Vous n'êtes pas dans un séminaire où vous travaillez sur vous non-stop pour aller chercher un truc. Non, l'idée c'est d'aller dans la lenteur, au contraire dans l'écoute du corps. Alors évidemment, moi je suis gardienne du feu sacré, c'est-à-dire que je fais en sorte quand même que les choses soient abordées.
mais c'est toujours dans des temps qui sont accueillis, voilà, qui sont souples, et puis il n'y a pas de recherche de performance. Voilà, c'est ça. On n'est pas là pour atteindre un objectif. On est là pour se retrouver, pour se découvrir. Et il y a tout le travail du groupe en miroir qui fait que chaque femme aussi, quelque part, va arriver avec une déesse, un archétype qui est plus présent que les autres, qui va pouvoir aider du coup les autres à intégrer sa facette. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui se passe. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup Artémis et Athéna qui sont présentes, donc c'est comme ça que je suis, c'est ma nature. Et puis on avait dans le groupe l'année dernière, on avait Déméter, on avait Perséphone, on avait Hestia, on avait Aphrodite, mais vraiment quoi, on avait toutes les déesses. C'était fou. Et donc, à la fin du séjour, on fait ce qu'on appelle un conseil des déesses, c'est-à-dire que chacune prend vraiment son archétype, sa déesse maîtresse, et elle va pouvoir passer un message à chacune des femmes présentes, puisqu'en fait, on est dans notre dimension, je dirais profane, hein. On a notre personnalité, on a voilà, notre mari, nos enfants, notre boulot, etc. Ça, c'est notre partie profane, mais on a aussi notre partie divine, et c'est une façon extraordinaire pendant 14 jours de découvrir ces aspects-là et de les célébrer et de se rencontrer dans cette grandeur, dans cette beauté, dans cette divinité intérieure, quoi. Oui, puis il y a plein de choses, hein, parce que ça passe aussi par les sens. Donc, il y a les parfums, les huiles essentielles, la musique. Voilà, c'est vraiment pas mental, hein. Il y a vraiment un partage dans le corps, dans le mouvement. Et toujours, moi, c'est ça que j'aime bien, Christelle. C'est pour ça aussi que j'ai accepté et que j'ai vraiment apprécié. C'est cet espace de liberté. Hein, y a une guidance, tu es là en tant que gardienne, mais en même temps, y a une écoute, et si voilà, il y a nos rythmes, et il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment chaque fois une invitation, quoi. Donc ça, c'est appréciable pour ce genre de séjour, parce que c'est un moment profond, quoi. Voilà, alors je vais partager. Alors là, j'ai oublié, mais c'est ça que je voulais faire depuis le début, mais trop tard. Je voulais nous mettre toutes les deux. Là, je viens d'appuyer sur le bouton. Donc, je vais commencer par. Je vais vous présenter un peu les 7 déesses. Alors, c'est mieux comme ça. Alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que tu vois, Carmen, l'écran? Oui, oui, je vois très bien. Voilà. Donc, peut-être si vous avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si le rythme il est un peu trop soutenu, que là vous avez envie qu'on fasse une petite pause questions-réponses, n'hésitez pas. Après, je vois que le temps passe et je voudrais pas que ça dure trop tard pour les personnes qui sont fatiguées. Alors, donc, il y a 7 chakras. Alors, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est des chakras, mais les chakras sont des centres énergétiques présents dans les corps. En fait, ce sont les liens entre nos corps physiques et nos corps subtils. Et chaque chakra a une couleur et plus ou moins dans une zone du corps. Donc, on a le chakra racine qui est de couleur rouge, qui est placé dans le périnée et puis voilà, dans les jambes et jusqu'aux pieds. Et c'est notre chère Artémis qui en est la gardienne. Donc Artémis, c'est la partie de nous qui est sauvage. C'est notre partie instinctuelle. Donc vraiment, je vous dis, c'est placé plutôt dans les tripes, le bassin, le ventre. Et c'est celle qui va nous aider à être, je dirais, c'est un peu celle qui, quand tout va mal, c'est celle qui va nous faire sortir notre instinct sauvage et qui va nous permettre aussi comment dire, de survivre en fait, hein, notre côté vraiment un peu sauvage et chamane en même temps, c'est-à-dire qu'elle a la connaissance aussi des plantes. Elle est aussi très intuitive, elle capte, par exemple, ça va être celle qui va être très facilement en lien avec les élémentaux de la nature.
qui va être en lien avec les animaux, les animaux, son animal totem, mais aussi elle va être capable de communiquer avec les animaux. Donc c'est vraiment la part de nous, je dirais un peu que si pour celles qui connaissent, femme qui court avec les loups, c'est ce côté voilà et que beaucoup de femmes occidentales ont laissé pour compte un peu puisqu'elles elles ont eu besoin dans certaines entreprises d'être toujours habillées bien avec des tailleurs, etc. Bon, ben Artémis c'est pas du tout son truc. Artémis, vous voyez, elle dessine des tatouages, elle se met des plumes dans les cheveux et elle court dans la forêt pieds nus. Et puis en général, Artémis c'est la version grecque et à Rome, c'était Diane. Donc, c'est celle qui est avec son arc et ses flèches et qui est chasseuse aussi. Donc, c'est elle qu'on va appeler pour aller chercher, chercher ce dont on a besoin dans la vie. Donc, cet archétype-là, voilà encore une image parlante. Elle a deux aspects parce qu'on va voir que tous les archétypes ont un aspect lumière et un aspect ombre. Donc, dans la lumière, Artémis a une très grande autonomie. Artémis n'a pas besoin d'être avec un homme puisqu'elle s'est chassée pour avoir sa nourriture et elle n'a pas besoin non plus même de la société. C'est-à-dire qu'elle est autonome à tout niveau. Elle sait, par exemple, elle peut avoir un travail à elle qui fait qu'elle n'a pas besoin d'être salariée. Voilà, c'est ce genre de personnage. Et elle est aussi très reliée à la terre-mère. Elle connaît les rituels. Elle connaît vraiment. Elle a l'intelligence de la terre, on va dire, et elle a de la force, de l'instinct. Et elle, notre déesse qui nous aide aussi à être en sororité. C'est un peu, c'est la plus, entre guillemets, c'est presque la plus féministe en fait des déesses. Et elle est aussi une guérisseuse, hein, puisqu'elle connaît les plantes, donc elle est aussi pour moi reliée à toutes les femmes, les naturopathes, les choses comme ça. Dans sa partie ombre, Artémis, c'est-à-dire que si vous avez Artémis qui est trop présente en fait dans votre vie, eh bien, ça va vous rendre difficile la relation de couple. Ça va peut-être vous isoler parce que, comme je vous dis, l'autonomie, la partie ombre de l'autonomie, c'est la solitude et l'isolement. Ça peut être une femme un peu agressive aussi, qui lance des flèches comme ça parce que voilà, elle aime pas qu'on marche sur son territoire. Et elle peut être du coup en rivalité avec l'homme parce que justement, elle est puissante, qu'elle est forte et qu'elle sait en fait utiliser, elle sait en fait subvenir à ses besoins. Donc c'est un archétype qui peut être aussi très rapidement désexualisé, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de l'homme même à un niveau sexuel. Donc cette Artémis, on en a besoin en équilibre. Donc l'idée c'est de voir un peu qu'est-ce qui est en vous, est-ce que ça, voilà, quand je vous parle de ça, est-ce que vous connaissez des parts de vous qui sont comme ça, ou est-ce qu'au contraire pas du tout, vous vous sentez pas du tout relié à cet aspect sauvage. Ensuite, il va y avoir le deuxième chakra sous l'égide de Héra. Et là, on est justement dans une polarité qui est plutôt, opposée en fait à la polarité Artémis, puisque Artémis fait partie de ce qu'on appelle les déesses vierges, c'est-à-dire les déesses autonomes qui ne sont pas en couple. Et Héra, on est vraiment dans l'archétype de l'épouse. Héra, c'est l'épouse de Zeus, qu'on voit sur l'image à gauche. Et là, à droite, c'est un couple indien, c'est Sarvati et Shiva. C'est Parvati et Shiva, pardon. Voilà, version grecque, occidentale et version indienne. Alors, en sachant qu'en Inde, quasiment toutes les divinités sont en couple. Il y a rarement, alors, sauf justement certains archétypes de la déesse, de la mère divine, comme par exemple Kali, qui est en fait une déesse qui a été créée par Shiva pour détruire les démons sur la terre. Donc elle est extrêmement puissante, et alors elle est trop puissante pour être en couple, quoi. Elle écrase tout. Mais la plupart du temps, les déesses indiennes sont toujours accompagnées d'un avatar masculin.
Donc, par exemple, je sais pas moi, Shiva, Parvati, mais parfois Shiva est aussi avec Kali. Et il y a Krishna et Radha. Voilà, c'est Lakshmi avec Vishnu. Ce sont toujours des couples. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le signe que en Inde, énergie féminine et énergie masculine sont, en tout cas, montrées comme un idéal d'équilibre. Ce qui n'est pas le cas en Occident, où finalement, quand on regarde l'image de gauche, en fait, dans la mythologie grecque, le féminin a été déchu. C'est-à-dire que le féminin dans la mythologie grecque est quand vous regardez les histoires des déesses grecques, elles ont toutes été trompées, violées, humiliées. Donc elles ont toutes perdu leur souveraineté, leur royauté. Et souvent, donc Héra, c'est vraiment un archétype. Donc je vais vous mettre ce que j'ai mis là, qui dans sa lumière va vous permettre, par exemple, d'aller vers le mariage. C'est vraiment les personnes qui sont sous le joug de Héra, ben, ça va être le mariage qui va être une priorité dans leur vie. Elles vont pouvoir vraiment facilement être épanouies dans leur mariage. Elles vont avoir de la fidélité à leur époux et elles vont être aussi la garante du royaume, au sens que souvent Héra, elle va se mettre un peu dans l'ombre de son mari et ça va être sa partie ombre, c'est-à-dire qu'elle peut aussi se sacrifier sa vie de femme en tant qu'être indépendant de son mari. Elle va parfois sacrifier par exemple sa vie professionnelle pour être au service de son mari. Elle va perdre son intégrité, c'est-à-dire elle va parfois vendre un peu elle va se couper de ses besoins par exemple d'épanouissement pour servir son mari. Et dans sa partie très très sombre, elle va être jalouse et elle va être dans la rivalité aussi avec les femmes qui approchent par exemple son mari, ou dans l'exclusivité ou dans la possessivité. Donc là on est dans le deuxième chakra, qui est quand même un chakra qui, dans la partie lumineuse, peut aller sur l'union sacrée, puisqu'on est quand même dans la partie plaisir, sexualité aussi, plaisir sexuel, etc. Donc, la sexualité de Héra va être à mettre en lien avec Aphrodite. Donc là, on verra en fait comment on peut aussi en soi alchimiser tout ça. Le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Et avec notre Perséphone qui est en fait la déesse de l'alchimie, de la mort et de la renaissance. C'est la sorcière et c'est la magicienne. Donc Perséphone, elle a un rôle un peu particulier dans la mythologie grecque, puisqu'en fait, c'est la fille de Déméter. Déméter étant la déesse de la fécondité, donc la déesse reliée plutôt à la maternité. Et Perséphone, en fait, est la fille de sa maman. C'est-à-dire, elle est très dépendante de sa maman. Et elle a été enlevée par Hadès, le roi des enfers. Et donc, elle reste la moitié de l'année, elle est dans l'obscurité. Elle est près de son mari. Et comme Déméter a fait une crise auprès de Zeus pour récupérer sa fille, Zeus, il a coupé la poire en deux. Il a dit, une partie de l'année, tu seras dans les profondeurs, dans les ténèbres, et l'autre partie de l'année, tu seras avec ta mère à la surface, dans la lumière. Et c'est pour ça que Perséphone est la déesse, en fait, des profondeurs. C'est celle qui va nous aider à descendre dans nos propres enfers, et qui, justement, dans la lumière, va nous permettre de devenir en capacité de transmuter nos ombres. Donc, elle est très, très importante parce que dans sa partie ombre, elle peut être quelqu'un, justement, du fait qu'elle passe de son mari à sa mère. En fait, il y a un côté, finalement, où elle n'est jamais vraiment dans son affirmation à elle de femme. Elle passe de épouse à fille, et elle reste un peu la fille de sa maman, c'est-à-dire elle peut dans l'ombre être une femme un peu qui veut rester finalement immature, qui veut rester qui veut pas rencontrer en fait ses traumatismes, qui ne veut pas aller travailler sur elle, qui ne veut pas aller regarder les endroits
de ses traumatismes, etc., pour rester à la surface, voilà, une jeune fille qui n'a l'air de rien. Donc, c'est vraiment en fait un passage Perséphone dans nos vies. Donc, je ne sais pas si ça, voilà, si ça vous parle. C'est par exemple Perséphone, c'est celle qui est présente lors des syndromes prémenstruels. C'est-à-dire ces moments où, vous savez, on se sent plus du tout capable d'être justement en harmonie avec l'extérieur. On a besoin de se retrancher dans notre grotte intérieure. Carmen, j'entends que tu tapes sur l'ordinateur. Tu réponds? Oui, je suis en train de répondre à, alors, à Jocelyne qui entend tout assurer. Donc, j'étais en train de lui conseiller de fermer toutes les fenêtres qui seraient ouvertes sur son ordinateur, toutes les connexions, les pages sur le web et tout ça, parce que ça prend de la bande passante. Et donc, ça peut générer une distorsion du son. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Il faut essayer de fermer tout ce que vous avez d'ouvert et aussi si vous avez Internet, enfin Internet, vous en avez besoin, mais si vous avez d'autres fenêtres en fait sur votre navigateur, il faut fermer. Les Skype aussi. Les Skype et puis éventuellement aussi tout ce qui est en connexion Wi-Fi chez vous. Je ne sais pas s'il y avait une imprimante par exemple, en fait, ça prend la bande passante. Ah, la technique. Les autres, vous m'entendez bien? Parce que peut-être aussi ça vient de… Toi, tu m'entendais bien, Carmen? Oui, je t'entends bien depuis le début. Et il y a une personne qui nous a quittés parce que… attends, je ne sais plus qui est cette personne. Voilà, je dois vous quitter. D'accord. Dominique. Faute de temps. Ok. Bah, c'est pas grave, elle aura le replay. Alors, donc voilà, on en était à Perséphone qui est donc dans les plexus solaires, hein, qui va faire le lien en fait aussi entre les déesses du premier, deuxième chakra, puis les déesses d'après, puisque justement après Perséphone, on a l'aspect Déméter, la maternité, la fécondité. Déméter, c'est la déesse des agriculteurs, c'est celle qui prodigue les bonnes récoltes, etc. C'est aussi l'archétype en nous qui prend soin. C'est l'archétype en nous qui donne naissance, qui est la matrice en fait de nos projets. C'est un très très bel archétype dont toutes les personnes ici présentes qui sont mamans le connaissent. Dans sa partie lumière, bien évidemment, c'est la mère divine. On est relié directement à la mère divine quand on est maman. C'est la puissance de création, c'est l'énergie de vie, c'est la fécondité, c'est l'abondance. C'est aussi la déesse de l'abondance. Mais c'est aussi la déesse qui nous permet, l'archétype qui nous permet de prendre soin. Et tout le défi de Déméter, c'est l'amour inconditionnel. Parce que ça va être vraiment sa partie lumineuse et le don de soi. Mais dans sa partie ombre, elle peut générer de la codépendance, c'est-à-dire être dépendante de ses enfants ou en tout cas des gens qu'elle aime, et rendre les gens dépendants de ses soins ou de son amour. Donc, elle peut, dans sa partie ombre, avoir un amour très possessif, assez exclusif, ne pas pouvoir se séparer de ses enfants, par exemple. Et du coup, d'avoir aussi des aspects sacrificiels, hein, du style, par exemple, avoir consacré uniquement tout son temps de femme à prendre soin de ses enfants, et puis le jour où les enfants partent, il y a une sensation de vide. Ça, c'est assez courant. Ça donne aussi, par exemple, quand les femmes arrivent à la ménopause, une sensation de perte aussi quand on a trop investi en fait cet archétype et qu'on n'a pas développé nos autres potentiels, nos autres facettes. Ça peut être aussi, dans des aspects très très sombres, la mère castratrice, qui en fait prive l'autre de son propre pouvoir. Donc c'est vraiment tout ça, hein. Si je vous montre à chaque fois la partie lumière et la partie ombre, c'est aussi pour que vous questionnez, vous, où est-ce que vous en êtes de ces archétypes, de ces facettes, et comment faire maintenant pour les équilibrer dans votre vie.
Ensuite, on continue. Donc après, Déméter, évidemment, elle est dans le chakra du cœur. C'est la couleur verte, le chakra du cœur. Et puis, on arrive à Aphrodite, qui est reliée au chakra de la gorge et au deuxième chakra, c'est-à-dire elle est un petit peu en miroir avec Héra. Pourquoi je dis ça? Parce que Héra, elle est directement, on va dire, elle est dans la filiation de Ève, donc dans la filiation aussi de Marie, la mère de Jésus. C'est-à-dire que c'est une déesse qui est avant tout au service de l'homme, Héra, alors qu'Aphrodite, c'est vraiment la déesse plutôt reliée à Lilith, c'est-à-dire la déesse qui a été exclue du paradis, exclue du paradis parce qu'elle avait croqué, dans la pomme et elle avait écouté le serpent. Donc Lilith, c'est par exemple, c'est Marie-Madeleine aussi dans notre tradition chrétienne, c'est-à-dire c'est la prostituée. Elle a été interprétée, Marie-Madeleine, comme étant prostituée, alors qu'aujourd'hui dans les évangiles apocryphes, on découvre qu'en fait Marie-Madeleine est une figure d'Aphrodite, c'est-à-dire Aphrodite, c'est Vénus aussi, c'est la déesse de l'amour, mais en même temps, dans sa partie ombre, Aphrodite, c'est aussi l'infidèle, c'est la sexualité débridée, c'est la grande amoureuse passionnée qui va renoncer à tout pour vivre la passion amoureuse. C'est la femme fatale, c'est celle qui est considérée adultère par le patriarcat et par notamment les monothéismes, parce que c'est une femme qui est très très libre, qui est très libérée sexuellement. Qui va être dans sa partie lumière une initiatrice tantrique. Donc c'est quoi une initiatrice tantrique? C'est une femme qui va être capable d'initier l'homme à lui donner du plaisir, qui va être capable d'attirer en fait, d'amener l'homme en fait à transcender, je dirais, son côté. Justement, ça va aider l'homme. Aphrodite, elle va aider l'homme à s'ouvrir à son propre féminin, c'est-à-dire à la dimension de la déesse en lui, en fait. Donc, elle va être extrêmement magnétique. Elle va faire l'équilibre entre justement les déesses vierges et les déesses relationnelles, que sont Déméter et Héra, qui sont des déesses qui ont, comme je vous dis, des archétypes qui ont été extrêmement mis en avant dans notre société, la mère et l'épouse. Mais voilà, Aphrodite, elle a été extrêmement rejetée en fait dans notre société comme étant une femme trop libre. Alors qu'en fait aujourd'hui, c'est la vengeance d'Aphrodite. C'est Aphrodite le retour. Parce que aujourd'hui les femmes, elles ont envie aussi d'avoir, de pouvoir aussi exprimer leur beauté, leur côté déesse, sans être la proie de l'homme. Et aussi, la voix de Aphrodite, c'est une voix de réconciliation avec l'homme, mais au sens de vraiment l'union sacrée. Voilà. Et donc après, on arrive au troisième œil. Donc j'ai suivi les couleurs. Donc on est maintenant chez Athéna. Donc on a passé la gorge, et en sachant que voilà, dans la spiritualité, quand on passe la gorge, on passe au chakra supérieur, et les chakras supérieurs, il y en a plein au-dessus du chakra couronne. Donc Aphrodite, c'est aussi un lieu, elle est logée dans le chakra de la gorge, elle est un passage, elle est un lien en fait entre le corps et l'esprit. Et Athéna, elle est vraiment dans le troisième œil parce qu'elle est reliée à la sagesse, à l'intelligence. Elle est la déesse de la stratégie aussi, c'est-à-dire qu'elle est capable de concevoir un plan et de l'appliquer de façon magistrale. Et elle est tout à fait. Alors là, je vous ai mis une photo de Mère, qui était la compagne de Sri Aurobindo, parce que pour moi, elle est typiquement athénienne, mais athénienne dans sa splendeur, quoi. C'est-à-dire que Mère, elle a quand même été la créatrice d'un énorme ashram Auroville qui est quand même quelque chose d'extrêmement avant-gardiste. Hein, c'est l'ashram du 3e millénaire, c'est le surhomme, c'est l'homme supramental. Et donc, pour moi, elle est typiquement athénienne dans sa lumière.
Elle est équilibrée dans son côté athénien. Donc, dans sa lumière, en fait, Athéna, c'est la sagesse, c'est la stratège, c'est l'intellectuelle aussi. C'est celle qui va vraiment, elle est capable de, voilà, d'écrire. C'est Marie Curie, c'est les scientifiques, c'est les femmes comme ça extrêmement intelligentes qui ont vraiment beaucoup d'esprit. Et c'est aussi un leader qui va, par exemple, se mettre en guerre, mais pour des causes nobles. Voilà, donc souvent les femmes, par exemple, qui dirigent des entreprises, des femmes qui ont un très grand leadership, elles sont souvent inspirées par Athéna. Et dans son côté ombre, évidemment, elle a un côté ombre puisque tous ces archétypes sont des archétypes duels. Eh bien, pareil, c'est difficile de se marier avec une athénienne parce que voilà, elle est un peu reine dans son royaume, tu vois. Donc, ça va être compliqué de laisser la place à un autre roi. Donc, eh ben, le danger de ça, c'est évidemment, encore une fois, la solitude et l'isolement. Elle est extrêmement désexualisée, Athéna, hein, puisqu'elle est très mentale. Elle est assez coupée du corps, puisque je vous dis, elle est née de la tête de son père. Donc, elle est quand même extrêmement coupée de sa sexualité, de son utérus. Donc, elle peut devenir une femme froide, mentale, extrêmement exigeante. Voilà, donc il faut faire attention à ça, et c'est pour ça que les autres déesses, notamment la douceur de Déméter et la sensualité d'Aphrodite, vont être extrêmement précieuses pour intégrer Athéna de façon équilibrée. Et puis, on arrive à Hestia, la belle Hestia, déesse du foyer, du feu intérieur, du lien entre ciel et terre. Donc, Hestia, elle est extrêmement précieuse. Tu vois, c'est cette photo, Carmen, je me suis dit, waouh, c'est fou ce que ça représente, exactement ce que tu disais, non? Le feu sacré émis du 1. Le feu émis du 1 sacré. On dirait même un peu toi, tu vois, il y a un côté Carmen, enfin, je sais pas. Oui, peut-être un peu dans le visage. Oui, c'est fou, je suis tombée sur ça cet après-midi, j'ai dit c'est excellent. Et donc, dans son côté lumière, évidemment, Hestia, ça va être celle qui va nous aider. Alors, quand notre côté Aphrodite a allumé le feu de la passion et qu'elle court pour rencontrer son amoureux, il y a Hestia qui lui dit « Attends, on va faire une méditation et on va voir d'abord si c'est la bonne personne. » Ah bah, ça me parle. Attends, pas trop vite. On va d'abord faire un tirage d'oracle. On va se poser et on va écouter ce qui monte avant de prendre la décision. Ça, c'est Hestia. Donc, c'est vraiment très précieux de connecter avec Hestia, surtout quand on est une femme hyper active, un peu masculine, un peu athénienne, et qu'on a tendance à partir en mission sur 12 000 chantiers, 12 000, je connais. Et voilà, dans sa partie sombre, par contre, le danger d'avoir un côté Hestia trop prononcé, c'est d'être justement dans l'inaction, d'être dans un côté à être tout le temps à l'intérieur et en repli sur soi et couper un peu du reste du monde, couper de l'actualité, couper du monde, hein, juste moi je capte des trucs là, franchement ce qui se passe sur la terre, mais je m'en fous quoi. Donc ça peut être un danger de se couper en fait de la terre, de l'incarnation quelque part, parce que l'incarnation c'est violent, parce que ça peut faire souffrir, parce qu'il y a des traumatismes, parce qu'il y a une histoire difficile. Ça peut être un refuge en fait, Hestia. Et en même temps, du coup, ça peut voilà, nous couper de la sexualité aussi. Quand voilà, les femmes qui sont, moi j'en connais beaucoup, des Hestia qui sont sous le joug qui sont très spirituelles, qui méditent beaucoup, qui prient beaucoup. Mais au bout d'un moment, il leur manque un peu de chair, quoi. Elles peuvent être un peu désincarnées. Voilà. Donc, j'ai fini avec ma petite présentation. Voilà. Donc, est-ce que ça vous parle, mesdames? Est-ce que ça vous évoque des choses? Est-ce que il y a des prises de conscience?
Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Ah oui, effectivement, on a perdu du monde là, pendant que je parlais. Mais il reste Marie-Hélène, Marie-Pierre et Michel. Ah oui, c'est Jocelyne et Delphine qui sont parties, mais c'est pas grave, elles regarderont le replay. Oui. Voilà, donc c'est une présentation non exhaustive de différents aspects qu'on va visiter pendant ces 14 jours, hein, parce qu'il faut quand même, là je vous ai présenté ça en 25 minutes, je crois. C'est juste voilà pour vous donner une idée de ces archétypes, comment est-ce qu'ils sont présents ou pas dans votre vie. Et en fait, toutes les pratiques, toutes les méditations et toutes les explorations, chaque jour, on appelle en fait une déesse, un archétype, et on fait vraiment, on regarde profondément en soi, qu'est-ce qui nous fait peur dans cet archétype, qu'est-ce qui nous attire, ou au contraire, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on voudrait éventuellement développer ou voilà, équilibrer en fait. Oui, puis c'est vraiment aussi la prise de contact, la prise de conscience, parce qu'il y a aussi énormément de choses qui sont déjà en place, mais comme on est dans des vies actives, qu'on est tout le temps occupé, on n'a pas eu d'espace, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. Et waouh, c'est juste époustouflant, et c'est aussi découvrir les trésors qui sont déjà là, en fait, mais on n'en a pas conscience. Oui, Donc, et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Carmen, quand tu as justement découvert ces trésors, le fait de les regarder, de les explorer chaque jour, à la fin de ce séjour, quel a été ton ressenti du coup? Est-ce que tu as senti j'ai envie de parler, plus de densité dans ton féminin, plus de puissance? C'est ça. Je me suis sentie plus incarnée. Je me suis sentie plus en confiance. Royale, d'une certaine façon, mais sans prétention. C'est ce que j'appelle vraiment la puissance tranquille, la force tranquille. C'est une sorte de sérénité et en même temps de la noblesse, dans le sens de ne plus dévaloriser cette femme, oui. Et de l'honorer, et elle devient noble. Donc je me sens beaucoup plus noble, et donc je sens que dans mes activités, je vais choisir le meilleur. Avant, je choisissais le moindre. Je me rétrécissais, j'avais peur de ceci, de cela. Là, je sens que j'honore en fait ce féminin, et donc je vais avoir ce mouvement intérieur pour choisir le meilleur en fait. Pas en tant que compétition, mais en tant que valeur. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a comme une responsabilité de ton espace sacré, de honorer cet espace sacré, que tu n'es pas une petite chose, que nous ne sommes pas des petites choses, que nous sommes des... Donc, merci Carmen de parler de ça, qui est de cette reconnexion à la déesse. Ce n'est pas un gonflement de l'ego. Ce n'est pas se la péter, se dire voilà, ça y est, je suis une déesse, etc. Non, au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité, de se dire waouh, on a tout ça en nous, c'est splendide, et nous, on fait pas attention à ça, quoi. On ne s'honore pas, on ne se célèbre pas, alors que c'est tellement beau, quoi. Les femmes, quand même, on est très très fortes pour se dévaloriser, pour se culpabiliser, pour se dire que on n'a pas réussi ci, qu'on n'a pas réussi ça. On est surtout dans des espaces mentaux de jugement, etc. Et là, c'est l'occasion de se découvrir dans sa beauté, dans sa noblesse. Et je trouve que c'est un cadeau extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que partage Virginie dans le témoignage. Alors, j'ai envie de demander aux femmes, est-ce que vous avez envie que j'essaye de diffuser le témoignage de Virginie que j'ai pas pu vous envoyer, et puis me dire un peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez
fatiguée. Alors là, je vois quelque chose, un nouveau message. Marie-Pierre, tu m'as répondu oui. Oui, très volontiers. D'accord. Alors, je vais essayer de. Alors, le truc, c'est que je vais mettre le son à fond. Et si vous entendez pas, je pourrais pas mettre plus fort. Donc, c'est pour ça que c'est un essai. Et puis, si vous entendez pas, j'arrêterai la vidéo. Donc, voilà, Virginie. Tu vois, Carmen? Oui, je vois. Là, c'est bon. L'écran est partagé. Le projet de mêler le processus de nettoyage du corps avec le processus de nettoyage plus profond porté par ton projet autour des 7 DS. J'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait une conjonction entre ces deux choses qui étaient vraiment intéressantes. Par rapport au féminin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose dans tous ces soins et dans la façon dont ça fait lâcher, la façon dont le système nerveux s'apaise. La notion de s'abandonner aux bons soins de ces femmes qui s'occupent de nous avec un côté très régressif, un peu comme des bébés à un moment donné. L'idée de recevoir, tout ça c'est du yin, tout ça c'est du féminin. Donc ça accompagne vraiment bien ce qu'on essaye de connecter à travers donc, du coup les archétypes des déesses. Un travail de guérison mutuelle, c'est-à-dire nous guérissons ensemble. C'est pas une démarche où je viens me soigner. Bien sûr, il y a cette question-là, mais c'est vraiment une sensation profonde de se guérir ensemble. Et même si on ne parle pas, même si on n'est pas soi-même en train de faire quelque chose, le fait de côtoyer l'autre qui est un aspect de nous-mêmes, c'est soignant. Puis il y a cette énergie du groupe. Et comment on peut s'initier mutuellement, comment on peut se soutenir mutuellement. Et je reviens à la question de l'espace sacré, c'est-à-dire que pour moi, tout ce travail, il se fait aussi dans un espace qui a été sacralisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe de parole. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un groupe de parole. On est dans une autre dimension et je crois, c'est ma croyance, que cette dimension est soignante. Je vais redire un petit peu ce que j'ai pu te dire, mais j'ai trouvé que Christelle était une excellente gardienne de cet espace sacré, c'est-à-dire de la façon de maintenir le sacré dans, dans toute cette démarche, par des rituels, par des mantras, par des intentions qui sont posées, par une connexion, une reliance à plus haut, plus vaste, plus grand. Et c'est important que quelqu'un tienne ça, parce que sinon je pense qu'on peut avoir une tendance naturelle à retomber un peu dans le profane. C'est une opportunité rare et très précieuse de se rencontrer l'expression de son féminin, du féminin sacré. Il y a peu d'occasions, je crois, dans la vie d'être dans un creuset alchimique comme ça, en fait. Je pense qu'il y a là, en l'occurrence, il y avait 14 jours. Il y avait des soins sur le corps, il y avait des soins sur la personne, il y avait le groupe, il y avait cet accompagnement. Et donc, tout ça crée une espèce de forge, enfin, de feu de transformation possible. Et pour moi, tout l'intérêt, il est aussi dans cette possibilité de transformer dans un temps comme ça, très, très dense. L'idée, elle est juste géniale, en fait, d'allier, de relier la cure ayurvédique avec le travail qui est proposé. Et ça est vraiment, ça se tisse ensemble d'une manière formidable. C'est pour ça que je disais que les soins sur le corps, il y a tout un aspect qui est déjà permis de connecter ce que c'est que le féminin, ce que c'est que recevoir, ce que c'est que la fluidité, beaucoup de valeurs liées au féminin. Et donc tout ça, c'est pris dans chacune de nos cellules et c'est repris ensuite dans le travail. J'ai connecté la puissance de la douceur. Parce qu'on peut avoir l'idée que la douceur, c'est quelque chose d'un peu... On pourrait associer ça à quelque chose d'un peu mièvre, d'un peu mou. Voilà, d'un peu mou, exactement. Et en fait, je commence seulement à comprendre que le féminin, c'est quelque chose qui est très puissant. Et qui est très puissant, pas comme on l'entend habituellement du masculin,
dans quelque chose d'inverse, si on peut dire, dans une autre polarité, et la douceur notamment, peut être extrêmement puissante. J'ai eu la chance de recevoir un moment de douceur qui m'a complètement fait fondre de l'intérieur, comme si ça faisait fondre toutes mes structures, toutes mes défenses habituelles. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas comme ça. Je pense que ça avait été préparé par, encore une fois, tous les soins reçus, tout ce qui se passe. Mais le fait que peut-être un doigt posé sur quelqu'un pourrait suffire à un moment donné à faire que cette personne s'ouvre, que le cœur s'ouvre. Voilà, voilà. Tu as bien, vous avez bien entendu? Tu as entendu, Carmen? Ouais, très bien. Et c'est vraiment une grande joie de l'écouter, Virginie. Ah oui, c'est très chouette. Super. Bah oui, on se remet tout de suite dedans, quoi. Quand on écoute, on y est, quoi. Ah oui, ça nous ramène tout de suite. Tout le monde a très bien entendu. Hein. Vous avez vu la beauté, Marie-Hélène qui dit quelle beauté intégrale. Et oui, puisque justement, là, Virginie, elle est habillée à l'indienne parce qu'à la fin du séjour, on s'offre le cadeau de faire une cérémonie en sari. Et on honore en fait chacune des femmes et c'est un très chouette moment aussi de célébration. Super que tout le monde ait super bien entendu. Je suis très contente parce que j'ai envoyé 2 mails, c'était catastrophique. En plus, je me suis dit après, mais vraiment, je suis dans ma période lunaire parce que j'ai même pas testé les trucs avant de les envoyer, quoi. Que ça fonctionnait pas en fait. Donc, désolée pour les perturbations, les dérangements intempestifs de mail, mais voilà, c'était pas il fallait que ça devait être vraiment très très privé. Ah tiens, il y a Jocelyne qui est revenue. Donc Jocelyne, tu regarderas le replay parce que je viens de diffuser le témoignage de Virginie. Un très beau témoignage. La puissance de la douceur est une belle conclusion. Et oui, c'est vraiment ça. Ça a été vraiment ça qui restait vivant en fait pour toutes les femmes qui ont participé à cette aventure. Et c'est vraiment moi vers ça aussi que je vais, hein, puisque moi, dans mon histoire personnelle aussi, voilà, ça n'a pas été toujours évident pour moi d'accepter mon féminin, de le reconnaître. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a beaucoup lutté et qu'aujourd'hui, mon credo, c'est justement la non-lutte, le lâcher-prise, l'abandon et le laisser être, quoi. Et que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une voie royale pour accéder au divin intérieur, en fait. Oui, puis comme nous dit Virginie, c'est la puissance de la douceur, parce que c'est vrai que on pourrait croire que ça va être bisounours, ça va être chamallow, ça va être roudoudou, et non. Et tout à l'heure, quand je parlais de cette élévation intérieure, d'honorer et tout, ça nous verticalise. Il y a une dignité comme ça qui émane d'elle-même. En fait, c'est pas de la prétention, c'est qu'on se redresse de l'intérieur, quoi. C'est irrésistible. C'est revenir à sa souveraineté. Moi, je trouve que le mot souveraineté est très beau. C'est on redevient reine en son propre royaume. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins sujet aux fluctuations extérieures, beaucoup moins sujet, je dirais, aux manipulations aussi extérieures. On a retrouvé, tu vois, Athéna, par exemple, tous les processus qu'on fait autour d'Athéna, c'est vraiment pour être droit dans ses bottes. Avoir un côté comme ça, un peu guerrier, mais pas guerrier au sens agressif, mais guerrier au sens de savoir ce qu'on veut, de savoir, avoir les bonnes stratégies pour mettre en place nos rêves et ne se laisser perturber par rien ni personne, quoi. C'est ça qui est intéressant chez Athéna. Et puis évidemment, il y a tout l'aspect Aphrodite qui est magnifique à explorer pour se redécouvrir en tant que femme initiatrice. Il y a des danses pour ça. Il y a vraiment une invitation à retrouver notre sensualité naturelle. Avec moi, j'utilise beaucoup la musique. Et ça permet vraiment de reconnecter avec notre côté aussi enfant, joie de laisser le corps parler aussi de lui-même.
Voilà, donc c'est vraiment une invitation à laisser le corps nous guider en fait hein, vers le meilleur de nous. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas encore énormément euh, parlé de l'Ayurveda, mais voilà, c'est vrai que l'Ayurveda c'est un long sujet. J'ai fait une conférence de 1 heure et demie sur la question de l'Ayurveda qui est visionnable sur mon site pour celles qui ne connaissent pas et qui voudraient mieux comprendre. J'ai en accès gratuit toute la conférence sur les différents doshas, les différents éléments. Et puis, il faut savoir que, évidemment, je suis sur place avec vous pendant 14 jours. Donc, je parle d'Ayurveda non-stop. J'explique sur place, en fait, comment fonctionnent les soins, pourquoi vous avez tel soin et pas tel autre. Voilà, je suis vraiment j'encadre votre cure en fait. Hein, donc, je traduis aussi les consultations avec le médecin. Donc, vous êtes tout le temps entouré en fait. Pour celles qui hésiteraient parce qu'elles connaissent personne ou qu'elles ont peur un peu, bah voilà, moi je suis là, on est toutes là, Carmen et moi, voilà, on a juste envie de vous faire découvrir la beauté de cet endroit. La beauté des personnes aussi, des femmes qui s'occupent de nous. Quand je disais c'est Ayurveda au féminin, c'est parce qu'en Inde, en fait, les femmes sont massées par des femmes. Donc là, nous avons un centre ayurvédique qui est complètement réservé à notre groupe. Donc il n'y aura que des femmes indiennes avec des femmes, et que ce sera vraiment pour le coup une cure au féminin. Donc bien sûr, il y a des hommes, il y a le médecin qui est là, et puis il y a l'intendant. Mais ils sont extrêmement respectueux de nos espaces. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que pendant 14 jours, mesdames, vous allez être massées, vous allez être servies, vous n'allez pas faire à manger, vous n'allez pas faire le ménage, on va faire votre chambre tous les jours. Et ça pour les femmes comme nous qui sommes au four et au moulin toute l'année, eh bien, c'est déjà un super cadeau. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut vraiment voir ça à la fois comme une invitation à descendre dans vos profondeurs pour y découvrir, y aller chercher vos trésors, et en même temps un espace de repos. Vous allez vraiment profiter, vous reposer, accueillir et recevoir quoi, le féminin. C'est ça le but du féminin, c'est de recevoir. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est 22h, donc je trouve ça bien. 22h07 déjà, bien 1h30 que nous sommes ensemble. Il y a une question sur les médicaments ayurvédiques, c'est des plantes, oui. J'imagine. J'ai lu qu'il faut prévoir un budget pour ces médicaments. Oui, oui, d'accord. Très bien, Jocelyne, merci pour la question. Donc sur place, dans la cure est prévu tous les jours, en fait, tu vas recevoir des plantes. Donc ça, c'est compris dans le prix. Et après, à la fin du séjour, on aura donc tous une consultation de fin de cure où le médecin donne des recommandations pour l'après-cure et il vous donne éventuellement la possibilité d'acheter des plantes et ça ne vaut rien. Ça vaut entre 1 et 2 euros chaque truc. Donc, je sais pas, ça va coûter peut-être entre 5 et 15 euros, quoi, ton traitement que tu ramènes en France. Et après, c'est à toi de voir, par exemple, si tu veux, si le médecin te dit, ça serait bien que tu prennes tel produit pendant 1 an. Bon, par exemple, je vais te donner un exemple, hein, le Triphala, qui est un rajeunissant et un composé de plantes qui est fait pour activer notamment l'intestin. Tu peux faire une cure de 1 an. Si tu l'achètes là-bas, ici, le Triphala, la boîte de 50 comprimés, ça va te coûter 15 euros. Là, je pense que pour 20 euros, tu as un traitement de 1 an, quoi. Oui, c'était en poudre. Moi, je l'utilise encore. Et c'est top, quoi. Et faut juste prévoir un peu de place dans le sac. Oui, voilà. Alors c'est ça. L'idée, c'est que pas trop chargé. Voilà, ne pas venir trop chargé. Mais par contre, voilà, si vous décidez de vous inscrire au voyage et de rejoindre l'aventure, évidemment, je vous enverrai de quoi, tout un listing de choses à emmener et notamment des choses confortables pour aller en soins, par exemple, d'avoir une petite djellaba ou un petit truc,
de pas. Ouais, Carmen qui l'année craint pas. dernière était venue avec un paréo et 2 tenues. Ça, c'est sûr qu'elle n'était pas alourdie. Ah oui, j'étais venue. Mais bon, quand même, c'est bien d'avoir, voilà, de prévoir que des choses, on va dire, qui craignent pas l'huile pour aller en soins. Et puis, de toute façon, voilà, c'est confort, prévoir des choses confortables. Et puis, en termes de budget, sur place, à part les médicaments, les plantes ou les huiles que vous allez ramener en France et qui sont vraiment très peu chères, et j'insiste, qui sont d'extrêmement bonne qualité. Parce que c'est aussi ça qui fait la qualité de cette cure et de ce centre, c'est qu'il y a des produits qui sont faits artisanalement dans une, comment dire, dans une usine pharmaceutique ayurvédique traditionnelle. Ça fait 200 ans que cette famille fait ses médicaments. Donc là, on aura l'occasion. Alors, il faut savoir que ces produits-là, on ne les trouve pas en France. Donc là, on aura la chance d'accéder à des produits de haute qualité à des prix juste ridicules, quoi. Donc n'hésitez pas, même par exemple, si vous avez envie, je sais pas moi, de faire des cadeaux, d'offrir des huiles ayurvédiques à des amis, etc. Vous pouvez demander conseil en fait au médecin qui vous donnera les huiles à acheter pour telle ou telle problématique. Par exemple, il y a des huiles qui sont spécialisées sur les problèmes articulaires, il y a des huiles qui sont spécialisées pour des problèmes de digestion. Enfin, il y a tout un tas de choses, c'est énorme. Et là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on aurait pour 3 heures. Mais il faut savoir que là-bas, vous avez un médecin à votre disposition à tout moment, tous les jours, vous pouvez aller voir le médecin si vous voulez. Donc ça, c'est voilà, vous ne trouverez jamais ça en France. Vous avez la possibilité, par exemple, s'il y a des soins qui vous conviennent pas, d'aller voir le médecin et de dire là j'ai un problème, je sais pas, imaginons ça me fait tourner la tête ou j'ai des vertiges ou je ne sais quoi. Il change les traitements en fonction de vous, en fonction de votre état. S'il y a n'importe quelle problématique, il y a le médecin est là et il va soit changer le traitement par voie orale, c'est-à-dire les plantes que vous prenez, soit changer les traitements dans le corps. Donc, vous êtes vraiment chouchouté du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est intéressant, en fait, à la fin de la cure aussi, d'avoir la consultation avant le départ pour voir un peu comment vos doshas ont bougé. Est-ce que vous avez amélioré votre santé ou est-ce que, voilà, c'est tout de suite lisible, en fait, hein, dans le pouls. Il peut tout de suite voir les doshas qui ont été équilibrés ou déséquilibrés par les processus. Voilà, puis il y a aussi, ça c'est très très important pour celles qui nous rejoindront, et ça Christelle vous le communiquera, c'est la petite préparation qu'on fait avant au niveau alimentaire, au niveau hygiène, au niveau sommeil, parce que ça, c'est ce que vous gagnez en fait, parce que de ne pas le faire, ça fait perdre un peu de temps sur l'efficacité de la cure. Alors que si on a bien préparé le terrain, c'est tout bénef, quoi. Merci Carmen de rappeler ça. C'est qu'effectivement, pour les gens qui connaissent pas l'Ayurveda et qui partent bille en tête en tapant sur Google cure ayurvédique, pof, je vais là, tac, je prends un billet d'avion, tac, je pars en cure et pof, quand je reviens, hop, je reprends le boulot le lendemain. C'est vrai que c'est plutôt déconseillé parce qu'une cure ayurvédique, c'est un processus profond de nettoyage. Et que effectivement, Jocelyne, je sais que toi, tu n'auras que 15 jours. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, je te donnerai des indications quand même pour te préparer une semaine avant. Et tu auras aussi une routine à faire aussi en rentrant. Même si tu reprends le travail, il y a vraiment, comme elle dit Carmen, vous en tirerez d'autant plus de bénéfices de la cure que vous serez préparé suffisamment avant et que vous pourrez aussi vous donner un espace d'atterrissage. En sachant que j'ai prévu d'arrêter la cure 3 jours avant la fin du voyage aussi pour ces raisons-là. Hein, pour que vous puissiez rentrer chez vous avec le décalage horaire et tout ça, mais en ayant déjà arrêté la cure 3 jours avant le retour en avion. Alors, il y a l'aspect physiologique de la cure en elle-même, mais il faut savoir aussi qu'il y a toute la dimension spirituelle, subtile, profonde, qui s'enclenche en fait, hein, qui est déjà enclenchée dans l'absolu. Là, j'en parle pas plus, mais c'est déjà effectif. Il y a déjà un mouvement qui est là.
qui nous traverse. Et donc, ça favorise aussi ce contact-là. Ça favorise aussi la décision qui a été prise intérieurement pour chacune d'entre vous de se rencontrer. Et donc, le témoignage tout à l'heure de Virginie, eh bien, l'intensité qu'elle a vécue et tout ce qui a été possible pour elle, s'est fait aussi par rapport à cette décision intérieure qui a pu être validée, initiée, intensifiée ensuite par ses actes. Donc, ça se passe déjà maintenant, même si c'est qu'au mois de février. Oui, le simple fait de rentrer, je dirais, dans cette conscience-là, je dirais, de prendre la décision intérieure, d'aller visiter ces aspects et de les équilibrer pour accéder à une autre dimension de soi. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui est nourri dès le départ, c'est vibratoire après, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien que vous inscrivez dans un stage ou en prévision d'un séjour, le travail commence à se faire à travers aussi nos vibrations à nous d'accompagnatrices, hein, puisqu'on n'a pas trop parlé de nous, mais Carmen et moi, nous accompagnons des êtres justement à révéler aussi leur essence, à révéler leur puissance créatrice en tant qu'être humain incarné. Et nous, notre raison d'être, nous sommes en co-animation, Christelle et Carmen, mais c'est avant tout nos raisons d'être qui sont en co-animation. À savoir que pourquoi j'ai parlé de Hestia, c'est que Carmen est coach, artiste, médium, et sa raison d'être, c'est ramener à l'essentiel. Donc c'est ça qu'elle va faire pendant ces 14 jours. Sans vouloir, elle le fait parce que c'est ce qu'elle vibre. Et moi, ma raison d'être, c'est d'ouvrir, de secouer les structures cristallisées et d'ouvrir des voies de réalisation. Hein, donc, je suis quelqu'un qui permet aussi des ouvertures. Aussi, voilà, c'est ce que fait l'Ayurveda quand elle va, elle va profondément entamer des processus c'est un peu comme resetter un ordinateur, hein, quand on rentre en soins ayurvédiques. Il y a des émotions qui apparaissent, il y a des rêves, beaucoup de rêves la nuit. Bon, aussi parce qu'on est en Inde, hein, l'Inde c'est toujours très puissant à ce niveau-là. Et en fait, Carmen, elle amène cette dimension aussi de nous aider à mettre des mots sur ce qui est invisible, ce qui est inconscient en fait. Et ça, on le vit beaucoup dans les partages, dans les cercles, dans les échanges, quand tous les matins, en fait, on fait notre météo intérieure, comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé hier, quelles sont les choses que tu as dévoilées de toi, en fait, quelles sont les prises de conscience. Eh bien, parfois, ça passe par des rêves, et les rêves sont parfois difficiles à interpréter. Et on a notre Hestia nationale, en l'occurrence Carmen, qui nous aide beaucoup, en fait, à décoder les messages, en fait, qui sont cachés. Oui, voilà, et faire un lien, en fait, à conscientiser finalement les processus qui sont en train de se vivre. Parce que les rêves, ça paraît éthéré comme ça, mais c'est très, très souvent en lien avec un vécu tout à fait concret. Donc, ça peut être des armures qui tombent, ça peut être une réparation, ça peut être un frein qui est identifié, etc., etc. Donc, ça permet d'en avoir conscience. Voilà. Ouais. D'y participer, en fait. Voilà. Et ce que j'avais envie de dire aussi pour finir, c'est que l'année dernière, il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment arrivées un peu comme Carmen, sans trop savoir, entre guillemets, à quelle sauce elles allaient être mangées, qui étaient surtout avaient surtout signé pour l'attirance de l'Inde, l'envie de découvrir l'Ayurveda. Et elles ont toutes été incroyablement... elles ont toutes trouvé des pépites, en fait. Elles sont toutes reparties avec des nouvelles ouvertures, des nouvelles prises de conscience, et en tout cas un état des lieux sur ce qu'elles avaient envie d'approfondir et d'incarner dans leur vie de femme. Et à ce niveau-là, vraiment, toutes les femmes sont accueillies à l'endroit où elles sont, et qu'elles font de toute façon tout un énorme chemin, en fait, intérieur, et
et extérieure, hein, puisque voilà, elle découvre aussi des façons d'être aussi, des manières d'être au monde, peut-être qu'elle n'aurait pas osé voilà, manifester. Et que voilà, là maintenant, j'aimerais un petit peu avoir votre retour, mesdames, après cette présentation. Est-ce que voilà, il y a encore peut-être des résistances? Est-ce que vous vous sentez voilà, prête, pas prête? Est-ce qu'il y a des choses qui vous chiffonnent, ou vous vous sentez pas, voilà, ou au contraire, est-ce que vous vous sentez appelée? Est-ce que vous avez envie de sauter le pas? Moi, j'aimerais avoir un petit peu vos retours, parce que voilà, c'est le moment un peu de Ouais, puis feedback. moi aussi. Toi aussi, t'es curieuse. Je suis Bah oui, curieuse. Ouais. on aimerait arrêter de parler que toutes les deux. On aimerait entendre votre voix. Et notamment après la présentation des différents archétypes, qui sont vraiment des archétypes, des symboliques en fait. Hein. Jocelyne, yes. Yes. Jocelyne, je pense qu'elle est venue vraiment ce soir voilà, pour confirmer son élan de départ, puisque déjà après le premier webinaire qu'on a fait il y a 15 jours, elle avait déjà très envie. Mais là, voilà, je sens que Marie-Hélène aussi. on est en tout petit comité, mais voilà, je sens qu'on est déjà, un vrai cercle. Et Ah voilà, ouais, mais c'est chouette. Marie-Pierre, voilà, vous vous sentez tout appelé. Donc nous, on a réussi en fait. Ce qu'on voulait, c'était vraiment vous transmettre notre joie en fait de partager ça entre femmes. Et Oui, parce que pour la petite histoire, notre premier webinaire, on en était à moitié contente. C'est pour ça que ce webinaire, en fait, normalement, n'était pas prévu. Et on s'est concerté toutes les deux. On a dit, ah non, mais c'est juste moyen, là, notre truc. On n'a pas senti, en fait, la flamme. on n'a pas eu de Et connexion non plus trop avec les femmes qui écoutaient. voilà. Et, Et donc, ce soir, c'était vraiment, et j'aime beaucoup, en fait, la douceur, la fluidité, l'intimité, en fait, hein, que je sens d'ici. Même si j'entends pas vos voix, il y a vraiment quelque chose de très chaleureux. Mm. voilà. Donc oui, effectivement, on s'est concerté avec Armen après le webinaire. On s'est dit tiens, c'est bizarre. C'est comme si on n'avait pas réussi à toucher les femmes qui nous ont écoutées et du coup, on était hyper déçus et hyper. En fait, c'est comme si on n'avait pas réussi à transmettre cette opportunité. Et on s'est dit, mais on va pas en rester là, parce que sinon, c'est trop génial ce qu'on vit là-bas pour que les femmes n'y aient pas accès, quoi. Donc voilà, et du coup, on s'est dit, bah tant pis, même si ça fait un peu on prend les mêmes et on recommence. Eh ben, c'est aussi notre côté femme imparfaite, authentique, et voilà, on est comme ça. On réussit pas tout du premier coup. Donc nous, notre deuxième webinaire, on est super content de l'avoir fait, hein, Carmen? Ah ouais, Voilà, donc j'ai envie de clôturer ce webinaire par une petite connexion avec vous, puisque je crois que Jocelyne, t'étais pas là lors de la petite méditation tout à l'heure. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous remettre dans vos pieds, dans votre ventre, dans votre cœur. Prendre une grande inspiration. Retrouvez la densité du corps, puisque là, on a beaucoup parlé, on a beaucoup écouté, parlé, donc on était beaucoup dans la tête. Là, on revient dans le corps et on revient dans notre maison, dans notre foyer intérieur. Et on va visualiser notre cercle avec Christelle, Carmen, Marie-Pierre, Jocelyne, Marie-Hélène, Michel, que je n'oublie personne. Ça fait beaucoup de M, tout ça, je trouve. Et on va se connecter de cœur à cœur et se dire merci.
Merci pour s'être donné cet espace à chacune. Merci à vous de vous être joints à nous ce soir. Et remerciez-vous vous-même de vous être donné cet espace d'exploration, cet espace de connexion entre femmes. Parce qu'à chaque fois que vous vous donnez cet espace, vous connectez votre déesse. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Carmen, si tu as quelque chose à rajouter. Eh bien, pour partir là-dessus, ce qui est monté là pendant ce petit temps de connexion, c'est vraiment une sorte de galaxie, comme nous sommes une galaxie, voilà, toutes ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Vous savez où me joindre si vous avez envie de rejoindre l'aventure. Je suis joignable. Voilà, vous avez mes coordonnées sur mon site internet corehacker.net. Vous avez mon mail, donc vous avez tout. Marie-Pierre, tu as mon téléphone déjà dans ton répertoire, je sais. Donc n'hésitez pas à m'appeler pour poser les questions qui vous restent, s'il vous en reste. Et puis si vous vous sentez appelé, exactement, Marie-Pierre, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Gandhi. Merci. Et oui, bien sûr que l'Inde, c'est juste une facilitation pour nous d'aller en cure ayurvédique. Ça va être extrêmement facilité pour nous. Voilà, ça va accélérer le processus, mais bien sûr que tout ça, on peut le faire chez nous, dans nos méditations, dans nos vies. Mais là, c'est une opportunité, c'est un cadeau qu'on se fait et c'est quelque chose de chouette à vivre vraiment entre femmes. Et ce qui nous vient là aussi, c'est que le replay va être disponible et donc si vous avez envie de le regarder avec d'autres copines, des personnes que ça pourrait inspirer, parce que juste ce webinaire, c'est déjà très riche, hein, donc voilà, ça peut être aussi une façon de connecter. J'ai vu que tout à l'heure, l'une d'entre vous a spécifié qu'elle se retrouvait avec des amis mais qui n'avaient pas cette profondeur, donc ça pourrait être un thème, ça pourrait être un sujet de la soirée. Oui, alors donc demain, j'enverrai le replay de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des amis que ça interpelle, de diffuser effectivement ce webinaire à vos connaissances. Le voyage se fait à partir de 6 personnes inscrites. Et il est limité à 8 personnes. Donc, dès qu'on a le nombre requis, les billets d'avion sont commandés et puis toutes les choses s'enchaînent. Mais pour le moment, le voyage n'est pas complet. Donc, n'hésitez pas à en parler si vous avez des amis ou des personnes dont vous sentez qu'elles aimeraient aussi profiter de cette opportunité. Voilà, bonne soirée à toutes et merci beaucoup. À bientôt. Salut Christelle. Salut, au revoir. Carmen. Bonne soirée à tous. Au revoir.